Vous avez déjà certainement vu Le Grand Bleu, ce film qui parle de la plongée en apnée. Bonjour Damien. Bonjour Boris. Petit quiz pour commencer. Est-ce que vous vous souvenez le nom du réalisateur? Luc Besson. Ça commence très bien. Damien Vitiello, spécialiste de l'activité physique et sportive. Alors, on a tous essayé en piscine de retenir sa respiration en bouchant son nez. Et on essaie de compter combien on peut tenir au maximum. Là, on va vous dire ce que ça fait sur la santé. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est de ça dont on va parler ensemble. Bonjour et bienvenue dans PUMS. Alors Damien Vitiello, vous êtes chercheur, directeur de l'UFR de STAPS. Vous êtes membre du collège de PUMS. À vrai dire, je ne vous vois pas sur cette photo. Malheureusement, enfin pas malheureusement, vous êtes bien occupé en tant que directeur de l'UFR et à chaque fois qu'on vous invite à faire les photos, vous n'étiez pas disponible. C'est bon. Ça, dur la vie de chercheur et d'enseignant. Mais on y arrivera. Alors, l'apnée, avant de parler de l'apnée dans l'eau, parlons de l'apnée, le fait de retenir sa respiration ici en air ambiant. Je vais vous montrer une vidéo sur TikTok qui nous fait une promesse. Vous allez nous commenter cela. Regardez ça. Tout le monde est capable de retenir sa respiration pendant plus de 2 minutes. Oui, même toi qui regardes cette vidéo. Je t'explique comment. Commence par t'allonger sur le dos. Alors, est-ce qu'on peut retenir sa respiration pendant plus de 2 minutes? Alors, théoriquement, oui. C'est même plus de 2 minutes, c'est même 5 minutes 30 si on s'intéresse vraiment au volume que l'on peut utiliser avec notre appareil respiratoire. Si on veut essayer de faire un petit calcul très rapide, on a 2 litres d'oxygène disponible sur une inspiration. Et en fonction de l'oxygène disponible que l'on utilise réellement dans notre sang, on est capable, en théorie, de tenir 5 minutes 30. Mais ce qui veut dire que quand on fait cet exercice, il faut inspirer très fort, garder l'air et donc l'oxygène dans ses poumons pour que ça puisse être utilisé, parce que si on expire, évidemment, on n'a plus d'air. Forcément. L'idée, c'est vraiment d'inspirer donc l'air ambiant qui contient de l'oxygène. Et cet oxygène-là, ensuite, il va aller dans nos alvéoles, tout au fond de nos poumons, là où il y a beaucoup de capillaires sanguins, beaucoup de contact avec le sang. Et cet oxygène que l'on va stocker, comme une bouée, en fait, va pouvoir ensuite diffuser dans le sang. Et c'est ça qui nous maintient en vie. Et pourquoi on est angoissé assez rapidement quand on inspire et qu'on arrête de respirer finalement? Il y a déjà, c'est psychologique, arrêter sa respiration, c'est pas du tout naturel, effectivement. On respire sans se demander pourquoi et comment ça marche. Donc ça, c'est le côté un peu psychologique, de couper sa respiration volontairement. Mais il y a aussi le côté envoyé par notre organisme, par les récepteurs justement à la pression d'oxygène dans le sang, qui vont être sensibles à ces variations, mais aussi au dioxyde de carbone qui circule dans le gaz sang. carbonique. Le gaz carbonique, effectivement. Et donc ces signaux-là, selon les gens, vont être interprétés plus ou moins violemment, on va dire, en intensité, et vouloir dire aux gens mais là, il faut respirer, c'est pas normal. Donc voilà c'est pas parce qu'on manque déjà d'oxygène, mais plutôt un signal de précaution pour qu'on ne reste pas trop longtemps en apnée. Alors, on va mettre nos lunettes de natation, de plongée, et on va s'imaginer aller sous l'eau, retenir sa respiration. Il y a plusieurs sortes de plongées. Il y a la plongée en piscine, et puis la plongée du Grand Bleu. Exactement, il y a plusieurs, même beaucoup plus de disciplines qu'on le croit. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai sport au sens strict, avec plein de licenciés et de plus en plus de pratiquants. On a lu dans The Conversation un article d'ailleurs sur ce sujet que vous avez écrit avec Luc Collard qui travaille avec vous et qui connaît bien comme vous ce sujet-là. La plongée en apnée aurait des bienfaits. Qu'est-ce qui se passe quand on est sous l'eau et qu'on est en apnée? Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos organes? Alors, il y a effectivement 2 temps d'analyse. Il y a déjà ce qui se passe pendant l'arrêt de la respiration et quand on plonge. Et après, les bienfaits, c'est sur plusieurs répétitions de l'apnée, en fait. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe quand on arrête volontairement sa respiration et qu'on fait de l'apnée en plongée? Effectivement, déjà, il y a des variations de concentration d'oxygène et de CO2 dans le sang qui vont varier fortement. L'oxygène va de plus en plus être réduit, forcément, parce qu'on bouge, parce qu'on utilise l'oxygène au niveau des muscles, notamment. Et puis le CO2 va être de plus en plus important dans l'organisme, dans le sang, parce que le muscle produit du CO2, et puis au bout d'un moment, il s'accumule, puisque l'on ne peut plus le rejeter naturellement. On a utilisé l'oxygène, petit à petit, on fabrique du gaz carbonique. C'est ça. Et nos organes, ils crient « Oh là, ça va pas, non ?» Ils crient au secours, attention, il y a trop de CO2, trop d'acidité aussi qui est liée à ça. Et donc, au bout d'un moment, il y a plein de signaux qui reviennent effectivement dans votre cerveau en disant « Là, il y a quelque chose qui se passe, il va falloir réagir ». Alors, on va aller voir Lulu. Bon, il était habillé, c'est pas tout à fait pour faire de la plongée, ça. Mais Lulu a des organes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe au niveau des organes de Lulu pendant la plongée?
Alors là, on est bien dans la plongée sous-marine, donc on va descendre progressivement en profondeur. Et effectivement, donc les échanges gazeux auront toujours lieu, évidemment, au niveau des poumons, hein, la trachée. La trachée ici, les poumons, le petit cœur qui marche bien aussi, évidemment. Et donc les échanges se font au niveau des capillaires sanguins, peut-être ici on voit mieux, avec les alvéoles qui sont ici dans nos poumons. Et c'est là que se passent les échanges gazeux. Donc là, on a arrêté la respiration, évidemment, on est en apnée, mais il y a toujours quand même des échanges qui se font à ce moment-là, puisqu'il y a toujours de l'oxygène qui reste. Et du CO2, effectivement, qui est là. Et donc, progressivement, si on descend en profondeur, il y aura l'impact de la pression de l'eau qui va agir sur nous et qui va comprimer vraiment toute cette partie-là, poumons, intestins. Et alors, comment ces organes réagissent? On voit le foie, par exemple. Oui, effectivement, le foie va être compressé, toute la partie viscérale molle va être compressée, la cage thoracique va avoir son réduit. Et ça ne fait pas, c'est pas mauvais, ça? Dans un premier temps, c'est pas mauvais. Si on descend dans des profondeurs raisonnables, ça va juste contraindre un peu l'organisme, mais c'est pas si nocif que ça. Par contre, ça va engendrer des adaptations, et notamment au niveau de la circulation sanguine, qui va se retrouver progressivement de plus en plus centré sur cet espace pulmonaire et cardiaque. Alors, il y a un organe qui réagit particulièrement, c'est la rate, qui se trouve à gauche sur le corps. Effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Alors la rate, en fait, elle ne va pas agir tout de suite. Elle va être sollicitée sur, par exemple, plusieurs répétitions d'apnée. Et donc, cette rate, en fait, alors, la rate, elle est... Excuse-moi. Voilà. La rate est ici, donc c'est cet organe-là, en fait, c'est gorgé de sang. Donc pendant l'apnée, elle peut effectivement se contracter et libérer un peu l'oxygène dans le sang. Mais avec une répétition d'apnée régulièrement dans le temps, en fait, cette rate est démontrée comme augmentée en volume chez les pratiquants d'apnée réguliers, mais aussi chez des gens qui vivent à côté de la mer. On comprend que les organes s'adaptent au fur et à mesure qu'on fait de l'apnée, et la rate, c'est un bon exemple. Alors, on peut s'imaginer, avec ces modifications chroniques, des bienfaits pour la santé? Alors c'est ça, effectivement. Là, pour l'instant, il y a encore quelques hypothèses, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'études à ce sujet, mais les principales, en tout cas, études qui sortent, c'est qu'effectivement, la régularité de la pratique d'apnée vraiment favoriserait déjà la baisse de la fréquence cardiaque et la tension au repos. Donc ça, c'est plutôt positif quand on voit le nombre d'hypertendus aujourd'hui. Il y a aussi le côté antioxydant. Donc il y a des études qui montrent que ceux qui s'entraînent répétitivement à faire de l'apnée développent une certaine défense antioxydante. Donc ça peut potentiellement nous protéger contre certaines maladies qui sont liées à un excès d'oxydation, c'est-à-dire de radicaux libres, maladies cardiovasculaires, cancer, mais aussi les maladies neurodégénératives. Alors, ça reste des hypothèses, mais vous nous dites que ça va en tout cas plutôt dans le bon sens. Exactement. Et au niveau psychologique, parce qu'on a tendance à se dire que si on arrive à contrôler son stress et son anxiété sous l'eau, ça peut avoir un impact aussi quand on est hors de l'eau. Exactement, c'est tout à fait ça, ça s'appelle de la maîtrise de soi, être capable de résister un peu à ces signaux que je vous ai rappelés tout à l'heure, là, provenant de notre organisme. C'est une maîtrise de soi, comprendre, écouter son corps, et ça, quelque part, ça place les gens dans des situations plutôt détendues, confortables, être conscient de ses capacités, maîtriser, avoir une estime de soi améliorée, et une anxiété aussi qui est réduite, donc c'est tout à fait intéressant sur le plan psychologique. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles l'apnée est contre-indiquée? Je pense aux maladies pulmonaires, par exemple, l'asthme, l'épilepsie. Est-ce qu'on contre-indique l'apnée dans certains cas? Et quel type d'apnée? Parce que c'est vrai que ce n'est pas la même chose d'aller en profondeur et de rester à la piscine. Alors rester à la piscine, c'est ce que vous avez évoqué, toutes les maladies respiratoires classiques. Après, effectivement, quand on veut aller à la mer, par exemple, et descendre en profondeur en même temps, il y a tout le côté barotraumatique. Donc évidemment, ça veut dire quoi, barotraumatique? Donc tout ce qui est lié à la pression de l'eau dans les cavités, donc là, pour le coup, au niveau du nez, des oreilles principalement. On a une maladie ORL, voilà, il vaut mieux éviter l'apnée. Il vaut mieux éviter l'apnée et descendre en profondeur surtout. On parle parfois des caries. Pourquoi? Parce que la carie, si en tout cas en tant que telle, c'est un trou dans la dent, donc si elle est mal soignée surtout, avec un plombage qui se répare dessus, ça crée une cavité en fait dans la dent, et cette cavité, comme les autres, est sujette à pression. Donc ça peut faire vraiment très mal à ce moment-là. Donc éviter évidemment si on a un plombage, ou en tout cas vérifier ces plombages avant d'aller en apnée. En tout cas, si vous avez des pathologies particulières, notamment respiratoires, ça ne contre-indique pas forcément l'apnée, mais ce qu'on vous dit, c'est d'en parler évidemment à votre médecin, à votre
pneumologue, hein, même certaines maladies comme le diabète sous insuline, qui dans le temps étaient une contre-indication, ou en tout cas on était frileux de laisser les personnes sous insuline faire de l'apnée. Bah, aujourd'hui, si le diabète est bien contrôlé, si on est bien encadré, ça peut se faire. Je voudrais malgré tout attirer votre attention sur un danger. Ce danger, on l'a vu apparaître sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, le Blackout Challenge. Il s'agissait de se mettre en apnée le plus longtemps possible jusqu'à l'évanouissement. Il y a eu des décès, notamment d'adolescents, qui se sont essayés à ce challenge. Alors évidemment, aujourd'hui, sur TikTok, on ne laisse plus passer ce type de vidéos, mais l'apnée prolongée, ben oui, vous vous imaginez bien que ça peut être dangereux. Donc l'apnée, oui, mais il faut être accompagné quand on s'y met. Hein. C'est ça, quand on veut débuter, il y a plein de clubs, il y a plein de professionnels qui peuvent vous aider à vous former et à pratiquer cette activité dans la plus grande sécurité. Donc, pas faire ça tout seul, évidemment. Des clubs, des experts du sujet peuvent donc vous accompagner. Merci beaucoup, Damien. Merci, Boris. Il faut qu'on fasse cette photo pour vous ajouter au collège de PUMS. Donc, vous restez avec nous. Quant à vous, vous aussi, vous restez avec nous. Vous restez sur la chaîne parce que vous le savez, PUMS, c'est le pari de vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé.